Merci de nous choisir, amis auditeurs de Sorna FM. Bonjour, vous suivez toujours votre émission radio scolaire sur la 99.9 Sorna FM. Au micro, c'est toujours Amadou Sabarba. Alors, pour ce numéro, nous allons essayer, je dis bien, essayer de commenter les résultats définitifs du baccalauréat et ceux du BFM. On va aussi parler, tirer peut-être un bilan, situer les responsabilités et peut-être dégager, je dis bien peut-être dégager des pistes de solutions. Nous allons également parler de l'année scolaire 2015-2016 pour aussi éviter ce qui s'est passé avec celle qui est l'année 2014-2015, autant pour moi. Et pour débattre de toutes ces questions, nous avons 3 invités et pour le moment, il n'y a que 2. Nous avions invité Mohamedou Moustapha Diagne qui est le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, mais il a eu un contretemps, dit-il, mais il va nous envoyer au cours de cette émission un représentant du ministère, en l'occurrence M. Amadou Sarr. On va l'attendre. Mais notre second invité, c'est un habitué de notre émission radio scolaire, El Hadji Malick Youm. Oui. Bien sûr, El Hadji Malick Youm, il est le président du comité scientifique du grand cadre des syndicats d'enseignants et je précise bien, version Mamadou Lamine Dianté. Bonjour, monsieur Youm. Oui, bonjour, monsieur Ba. C'est un plaisir pour moi de revenir participer à cette émission qui est très bien appréciée de la communauté éducative du Sénégal. Merci beaucoup. Et notre troisième invité, lui aussi, il est un habitué de nos plateaux, de ces émissions qui parlent d'éducation, un homme que tout le monde connaît vu de son engagement en ce qui concerne l'éducation. Il s'agit de le technicien, il me dit que vous pouvez porter les casques. Je disais que notre troisième invité, qui est le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, M. Abdoulaye Fane. Bonjour, M. Fane, et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, M. Ba. Alors, l'actualité oblige, je l'ai dit tout à l'heure, la visite du président de la République, son Excellence M. Macky Sall à l'UCAD, c'était le vendredi dernier. Et jet de pierre, c'était visible sur le premier chef suprême de l'armée. Les étudiants, monsieur, je vous pose la question, M. Youm, les étudiants, est-ce qu'ils n'ont pas raté l'occasion de dire leur doléance au président de la République? Voilà, vous me permettrez d'abord de saluer à nouveau tous les auditeurs et vous m'interpeller sur une question qui fait la une de l'actualité. Comme nous l'avons tous constaté, Monsieur le Président, en tout cas, a rendu visite aux étudiants, mais il faut dire que cela s'est mal passé. Alors, ce qu'il faut tirer comme leçon de cette affaire, c'est qu'effectivement, peut-être que c'était une tribune qui était offerte aux étudiants, comme vous le dites si bien, pour pouvoir peut-être parler de doléances, mais il faut qu'on se rappelle que ce n'est pas la seule tribune. Les étudiants, leurs doléances, tout le monde les connaît. On n'a pas besoin de venir jusqu'à l'université. Ce qu'il faut dire ici, c'est que la mauvaise gestion du secteur de l'éducation a eu à se faire sentir. Mais avant de parler de cette mauvaise gestion, je veux dire sur l'acte d'abord, l'acte. Non, l'acte n'est que la conséquence. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui... Mais est-ce que vous cautionnez cet acte-là? Le fait de jeter des pierres sur la première personnalité du pays? Très bien. C'est-à-dire c'est quelque chose que personne ne peut cautionner. Mais aussi, nous sommes en train d'analyser un fait qui s'est déjà produit. Donc, nous avons commencé par dire que nous regrettons cela parce que c'est un acte qui n'est pas du tout normal. Nous regrettons que cela se soit passé. Alors, au-delà maintenant, s'il faut aller vers une analyse qui puisse nous permettre de comprendre, d'abord rappelons-nous que nous sommes dans un espace où, depuis quelque temps, nous avons noté, depuis quelques années, qu'il y a beaucoup de remous, et ces remous-là ne sont rien d'autre que la conséquence de la mauvaise gestion du secteur de l'éducation et l'application de politiques qui ne répondent pas effectivement aux besoins en formation et en éducation des populations. Donc, des conséquences comme ça, il fallait s'y attendre. Maintenant, peut-être que, comme je l'ai dit tantôt... quand même c'est l'acte que les étudiants... Absolument. Absolument. Mais nous sommes en train d'analyser pour comprendre. Et c'était tout à fait quand même quelque chose qui était prévisible dans la mesure où, quand un secteur est en ébullition depuis quelques années, je pense qu'il y avait une planification à faire avant de se jeter dans la gueule du loup comme ça. Monsieur Fane, c'est écœurant en tant que parent de voir vos enfants, vos fils jeter des pierres sur un président de la République. Bon, c'est un acte que nous déplorons, hein, parce que quoi qu'on en dise, le président de la République
incarne l'État. Et particulièrement, nous tous, nous nous retrouvons autour du président de la République, qui constitue le symbole de la République. Et quand on jette des pierres à un président de la République, c'est comme si on le faisait à nous-mêmes. Donc véritablement, c'est un acte répréhensible. Et je crois qu'il y a des plateaux plus véritablement à même de pouvoir peut-être recueillir les questions qui se posent véritablement au niveau de l'université. Donc, en définitive, hein, c'est un axe que pratiquement tout le monde déplore. Et il faudrait véritablement qu'on puisse dépasser ça, transcender ça, et faire en sorte qu'il y ait des cadres plus appropriés pour poser les questions relatives à l'université. Voilà. Monsieur Amadou Sarr, qui vient de nous rejoindre sur le studio, il est le représentant du ministère de l'Éducation nationale. Il est le chef de la division communication à la... Je vous donne la parole pour vous présenter d'abord. Ben voilà, je m'appelle Amadou Sarr, je suis spécialiste en communication stratégique. Je suis chef de la division communication à la direction de la formation et de la communication. Et je suis en même temps coordinateur de la communication du ministère de l'Éducation nationale. D'accord, nous parlions tout à l'heure, avant que vous veniez, sur la visite du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était avant le vendredi dernier. Les étudiants ont jeté des pierres. J'ai posé la question à Monsieur Youm. Est-ce que ce n'est pas... les étudiants n'ont pas raté l'occasion de poser les vrais problèmes au président de la République? Vous avez parfaitement raison et je suis très en phase avec vous sur cette question. Non, c'est une question quand même. Oui, c'est une question toujours. Hein. Je suis d'accord que c'est vrai qu'on aurait pu aujourd'hui éviter tout cela, dans la mesure où on rappelle très souvent que le président est une institution et qu'il incarne en fait toutes les valeurs de la République. Et qu'il aurait été très opportun pour les uns et pour les autres de poser de vrais actes de crédit pour aujourd'hui valoriser aujourd'hui l'éducation en général, oui, et plutôt l'enseignement supérieur. Mais est-ce que ce n'était pas risqué dans la mesure où la situation qu'on connaît nous tous à l'université, avec la mort de l'étudiant Bassirou Faye, toujours les étudiants demandent la lumière sur cette affaire. Est-ce que ce n'était pas risqué pour un président de la République d'aller à l'université? Non, du tout, je ne crois pas du tout. Pourquoi? Vous savez, l'éducation est un tout, et le président aussi représente aujourd'hui les aspirations des uns et des autres en fait, quoi. Et moi je crois que on doit positiver. Et aujourd'hui, il n'a pas de sens interdit dans ce pays-là, je veux dire. Et qu'aujourd'hui, c'était même très opportun d'aller dans l'université, aller tâter le pouls de ce qu'on dit être un univers très complexe, et aujourd'hui apporter une réponse très positive aujourd'hui à tout cela. Je suis désolé, mais une année pour les étudiants demandent lumière sur cette affaire. Est-ce que vous... C'est pas... Une année, c'est quand même pour ces genres de situations, je pense que quand même... Oui, vous savez, nous sommes dans une république et il y a des institutions qui jouent leur partition en fait, quoi. La justice a le droit de jouer sa partition, le ministère de l'enseignement supérieur, la République, en fait, toutes les institutions en fait, quoi. Mais moi je crois que le président est au-dessus de la mêlée en fait, quoi. D'accord. Monsieur Youm, je vous pose la question. Est-ce que ce n'était pas risqué pour un président de la République, si on connaît bien la situation qui prévaut à l'université actuellement, voilà, non pas la mort de Bassirou Faye, mais aussi les problèmes de bourse, les conditions d'études, sur la restauration, logement, tout. Absolument. Voilà, moi je pense que tantôt, je l'ai dit, hein, à l'entame de mon propos, j'ai tenu à préciser que quand même c'est un fait qui est tout à fait regrettable. Parce que, comme vous le savez, l'université, c'est un espace où l'on s'attend plutôt à ce que les gens fassent preuve plutôt d'esprit brillant. Donc ce n'est pas un espace approprié à l'expression d'actes de violence, mais peut-être à d'autres types d'expressions comme l'excellence dans les études et autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, alors, pour dérouler des activités, il faut faire ce qu'on appelle une analyse profonde de la situation pour savoir si le moment est opportun. C'est-à-dire c'est une question d'opportunité. Aujourd'hui, vous prenez le cas de l'université, vous faites une analyse profonde de la situation, vous vous rendez compte qu'il y a un passif lourd qui est là-bas. Alors face à ce passif, même s'il faut noter que le président, peut-être, sa venue peut être une opportunité pour répondre à toutes ces questions que les étudiants se posent, mais c'est également, de l'autre côté, une opportunité pour ces derniers, peut-être, qu'ils ont pensé que c'était une opportunité à saisir aussi pour se faire entendre. Et c'est là où je dis qu'il fallait être beaucoup plus profond dans la planification pour juste réfléchir autour de l'opportunité d'organiser cette visite à ce moment-là ou pas.
Mais il est évident qu'il n'y a pas de sens interdit pour M. le Président de la République. C'est le président de tous les Sénégalais. Peut-être que c'est la face visible de l'iceberg, mais il faut saluer quand même les actes que le Président de la République a réalisé au niveau de l'université. Mais vous savez, là, moi, la construction de pavillons, il faut faire la construction de pavillons et les logements des professeurs. Moi, je pense que c'est à saluer. Il faut faire très attention par rapport maintenant à ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que, comme si vous étiez en train... des actes non, concrets. Je dis que, moi, vous parlez à un expert de l'éducation. Moi, je suis dans l'éducation. C'est mon domaine. Et vraiment, aujourd'hui, s'il faut faire un bilan pour voir s'il y a des choses à saluer ou pas, moi, je ne ferai pas, en tout cas, la même présentation que celle que vous êtes en train de faire. Non, je vous demande, je vous pose la question, est-ce que c'est à saluer le non, fait évidemment, que... mais ce n'est qu'une goutte d'eau. Mais en réalité, cela, les logements... Ce n'est pas une appréciation que je fais. Permettez-moi de vous dire une chose par rapport à ce bilan. Moi, je dis que les logements pour les collègues enseignants du supérieur, oui, les lits qu'on a augmentés, les pavillons pour les enseignants, c'est excellent. Mais nous disons que ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Là, si nous comparons cela à la véritable demande en éducation et en formation des étudiants, mais cela va au-delà. Mais c'est à saluer. Ma question c'est à saluer ou pas? C'est à saluer. Mais je veux dire que c'est à saluer, mais reconnaître que ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à régler au niveau de l'université. Je peux vous donner des exemples. Très rapidement. Très rapidement, je vais vous décrire la situation. Vous savez, aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où l'université est arrivé à ce qu'on appelle son comble. On a plus de 80 000 étudiants qui errent quotidiennement et qui ont des problèmes de survie, qui ont des problèmes d'ordre pédagogique, qui ont des problèmes d'ordre social. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas évaluer à partir d'un seul registre. Mais en évaluant, il faut qu'on intègre la dimension pédagogique, qui est de loin d'ailleurs, de mon point de vue, la dimension la plus importante et qui n'est pas réglée jusque-là. Qui n'est pas réglé. Ok, alors, si nous prenons les étudiants de l'université virtuelle, tous ces étudiants qui sont on aura d'autres plateaux pour parler de tout cela, les universités virtuelles. Monsieur Sarr, est-ce que ce n'est pas un bon début de partenariat entre les enseignants, l'État et les étudiants? Absolument. En augmentant aujourd'hui les capacités d'accueil, nous... En fait, quand je dis nous, j'en parle en tant que Sénégalais, quoi. Nous augmentons en réalité ce que nous avons comme demande la plus forte. Je rappelle juste une chose. Laquelle? Que le Sénégal n'est pas une destination touristique, c'est une destination formation. Et toute la sous-région est en train d'affluer vers le Sénégal pour avoir un label de formation. Et c'est très important de le dire. Moi, je crois qu'il faudrait réfléchir de manière, non pas quantitative, mais de manière qualitative, aujourd'hui, sur les effets que nous avons à mettre ensemble. Et je crois que les capacités d'accueil aujourd'hui sont salutaires. Non pas seulement pour les étudiants, je veux dire, de Dakar aujourd'hui, mais je crois que même les autres étudiants qui sont en train de lorgner cela, sont en train d'entrevoir au moins des opportunités, parce que ce que nous voulons, c'est créer des fenêtres d'opportunités aujourd'hui pour tous les étudiants de ce pays-là. D'accord. Maintenant, parlons, notre sujet, c'était juste une question d'actualité qui nous a poussé à parler de tout cela. Maintenant, parlons des résultats du baccalauréat. Je commencerai par les parents d'élèves, parce que aussi, ils ont beaucoup investi et ils n'ont pas vu de résultats. Monsieur Fané, qu'est-ce que ça vous fait, ou bien quel commentaire faites-vous par rapport à ces résultats? Voilà, nous, au niveau de l'Union nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, l'UNAPES, nous avions eu à faire une analyse des résultats par le biais de notre commission évaluation et suivi des performances. Parce que nous avons au sein de notre organisation, quand même, des personnes qui sont au parfum de tout ce qui se fait en matière d'éducation, des enseignants, ainsi de suite. Quand nous avions eu à analyser, nous nous sommes rendus compte dans un premier temps, et c'est la palissade, hein, oui. Parce que tout le monde sait que les résultats sont catastrophiques. Donc ce n'est même pas l'occasion de s'étendre là-dessus. Parce que nous considérons que depuis 2011, pratiquement, 2010, hein, il y a une chute. Oui. De 2011 à 2012, nous étions à 38%. C'est des estimations que nous avions pu glaner à travers des documents venant des IA. Oui. En 2014, nous étions à 31%. Oui. Mais en 2015, nous sommes au-dessous de 30%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une baisse. Ce qui veut dire que ce serait pratiquement... c'est pas une surprise, oui. Parce que pratiquement depuis une décennie, nous nous rendons compte que les résultats du bac sont en train de baisser de manière drastique. Oui.
Donc ça, c'est une inquiétude qui est partagée pratiquement par l'ensemble des Sénégalais. Je ne parlerai pas des parents d'élèves seulement, Oui. parce qu'il y va même de l'avenir de notre pays. Donc il va falloir véritablement, après avoir fait des assises, des concertations, Oui. des rencontres, véritablement faire en sorte que l'application de ces séries de rencontres Oui. puisse être effective et permettre véritablement de part et d'autre de respecter les engagements Oui. qui étaient contenus dans ces documents-là Oui. pour pouvoir vraiment transcender cette situation qui, si elle continue, risque de mener le pays à un chaos. Au chaos. Voilà. Certainement. Monsieur Youm, des résultats qui font froid au dos. La plupart des Sénégalais interrogés indexent les enseignants. Voilà. Monsieur Ba, je suis sénégalais comme vous. Moi, j'ai la chance aussi souvent d'écouter en tout cas la presse et aussi de participer à des débats et aussi d'entendre ce qui se dit. Mais je confirme, il y a quand même des Sénégalais qui actuellement sont en train de tirer les résultats ou de tirer les conséquences de cette baisse que nous avons tous constatée sur les résultats. Bon, en indexant, comme vous le dites, en tout cas, les enseignants... Je reprends les propos des Sénégalais. Ce que je peux dire, moi, ce que je peux dire par rapport à cela, c'est qu'aussi, vous savez, dans la communication, moi, vous me permettrez de reconnaître aussi qu'il y a une manipulation qui est là. Il y a des autorités tapis dans l'ombre qui essayent de manipuler des gens, qui leur donnent même du crédit pour aller appeler dans ces émissions-là, ou je ne sais pas, n'importe quoi. C'est bon, pour que ces gens-là puissent, en tout cas, jeter l'opprobre sur le mouvement syndical enseignant. Mais je vais dire, la meilleure façon de se tromper dans l'analyse d'un problème, pour essayer de trouver les causes, c'est d'analyser à partir des effets. Moi, j'ai invité le scientifique, non pas... Oui, c'est pourquoi je dis, moi je suis un scientifique. C'est pourquoi je vais essayer d'aller dans ce sens. Je dis, quand vous voulez analyser un problème et le comprendre, il faut établir ce qu'on appelle l'arbre à problème. L'arbre à problème vous permet de voir là-haut ce qu'on appelle les effets du problème. Et ensuite, nous avons en bas les causes. Mais pour bien trouver, pour bien mener votre analyse, vous êtes obligé de partir des causes. Parce que si vous soignez les effets, les causes étant toujours là, mais ces mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça veut dire quoi? Que scientifiquement, aujourd'hui, la démarche qui s'impose ici, et d'ailleurs, ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle... Vous savez, aujourd'hui, on est dans l'ère de la gestion axée sur les résultats. Là, allez-y. Il y a deux principes qui sont des principes incontournables. C'est le principe de la reddition des comptes et le principe de l'imputabilité. Nous avons eu, nous, secteur de l'éducation, à prendre plus de 40% du budget de ce pays-là, le Sénégal, donné par des contribuables. On l'a utilisé aujourd'hui, nous en sommes à une phase où il faut tirer un bilan. Maintenant, ce bilan, on ne part pas des effets, on va partir des causes. Les causes, c'est quoi? Rapidement, les S'il y a de mauvais résultats, oui, demandons-nous. Et il y a eu grève. Vous savez, la grève, c'est quoi? C'est la manifestation du mal-vivre qui existe dans un secteur. Ça veut dire quoi? Que si un secteur est bien géré, normalement, il ne doit pas y avoir de grève. Parce que la politique au Sénégal, les politiques de développement, surtout la politique éducative, c'est quoi? Il y a monsieur le président de la République qui a sa vision. Cette vision est transmise à travers ce qu'on appelle une lettre de politique sectorielle. Et il s'agit pour monsieur le ministre chargé du secteur de dérouler cette lettre. Maintenant, dès l'instant qu'il y a grève dans un secteur, ça veut dire que la politique éducative est en train de mal, en tout cas ne fonctionne pas, de piétiner, ce que j'allais dire. Maintenant, répondez à ma question, monsieur. Les causes pour aller vite. Répondez à ma question. Reconnaissez-vous votre part de responsabilité il n'y a aucun, par rapport aux résultats du baccalauréat 2015? Moi, dans ma démarche scientifique que je vais appliquer, je reconnais qu'il n'y a aucune responsabilité des enseignants. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est bon. Non, permettez-moi d'aller vite. Je dis que la responsabilité incombe à l'État. Parce que si les enseignants sont partis en grève, c'est parce que l'État a signé des accords qu'il n'a pas appliqués. D'autre part, mais il faut qu'on reconnaisse qu'il y a aussi d'autres effets que les gens doivent comprendre. L'État a, le ministère au niveau du ministère de l'Éducation, on a opéré des coupes sombres sur les budgets des établissements. Et aux États-Unis, vous vous rappelez. Mais des budgets des établissements. Mais on va y revenir, puisque l'État est là. Et l'État est là. Il y a aussi la rupture du fil du dialogue. Il n'y a plus de dialogue entre le ministre de l'Éducation et les syndicats. C'est le syndicat qui parle. On va y revenir. Monsieur Amadou Sarr, il est là. Il est du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que ces résultats, est-ce qu'on peut parler de surprise de ces résultats? Bon, vous savez que l'État du Sénégal, depuis beaucoup de décennies, ne navigue pas au-dessus des 40%
donc d'admis au baccalauréat. On doit s'interroger. Oui. Mais moi, je crois que le mal il est très profond. Il faudrait aller jusque dans l'environnement scolaire, dans les maisons. Vous vous rappelez, dans les temps, quand nos parents, ils faisaient le guet, ils passaient même la nuit devant les écoles pour inscrire les enfants. Oui. Aujourd'hui, on est obligé de faire des communiqués pour que les gens amènent leurs enfants à l'école. La seconde chose, vous entrez dans les maisons, vous trouvez au moins une table, vous trouvez une chaise. Cela veut dire qu'il y a un environnement scolaire dans la maison. Aujourd'hui, vous n'en trouvez plus. Faites le tour des maisons, regardez s'il y a une table pour les élèves. Les parents vont répondre après. Oui, je vous dis, hein. Donc je vais très loin parce qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité qui est partagée. Il y a les parents d'élèves, il y a les syndicats, il y a l'État en fait, quoi. Je vais interroger aussi, je veux dire, la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Aujourd'hui, il n'y a pas de ligne de crédit sur la formation continue, alors qu'on aurait dû accompagner les enseignants beaucoup plus près et beaucoup plus loin, en fait, je veux dire, dans la question des connaissances et surtout dans la pérennisation de ces connaissances. Aujourd'hui, je vais interroger aussi les grèves. Vous savez que le Sénégal est le seul pays au monde où dans l'éducation, on a mis dans son ADN, dans son critère génétique, un cycle perpétuel des crises. Et je vais vous dire que les grands pays d'éducation où nous sommes allés, quand nous avons dit que nos enseignants faisaient la grève, mais ces gens se sont levés pour dire vous n'aurez pas de qualité dans l'éducation. Donc vous imaginez que les grèves cycliques, je ne dis pas cycliques, ce sont des grèves permanentes, qui sont inscrites dans le code génétique de l'éducation. Donc pose problème, que ce soit des élèves, que ce soit des enseignants. Je ne vais pas juste dans les causants pour dire voilà c'est un tel qui n'a pas raison ou bien un tel qui n'a pas raison. Il y a aussi ce qu'on dit du quantum horaire. En disant par exemple, chaque fois qu'on parle du quantum horaire, on dit la présence de l'enseignant dans la classe. Mais est-ce qu'on s'interroge sur la capacitation des élèves pendant ces heures de présence des enseignants dans la classe? Aujourd'hui, quand on voit par exemple le recrutement qui a été fait avec le moyen secondaire général, on a eu beaucoup d'enseignants qui ont été injectés dans le système, mais je m'interroge sur leur formation initiale et sur leur formation continue. Et je m'interroge aussi, là, tout de suite, ici, maintenant, sur aujourd'hui la qualité des enseignements que nous pouvons mettre en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation continue devrait revoir aujourd'hui son dispositif en mettant une formation beaucoup plus allongée, je veux dire, par rapport à une durée de vie beaucoup plus grande. Essayer de capaciter les enseignants mieux. Et je peux encore aller plus loin, je veux dire, en essayant d'interroger le cartable de l'élève. Vous savez, tous les investissements que nous faisons dans l'éducation, qu'ils soient humains, matériels, logistiques, stratégiques, financiers, devraient être traduits en résultats. Aujourd'hui, il y a un phénomène de transfert et il y a un phénomène de transformation. On devrait voir ça sur les résultats des élèves et sur les cartables des élèves. C'est vrai que les résultats posent problème dans ce pays-là. Il nous faudrait aller vers un diagnostic très profond, ne pas juste interroger, je veux dire, le dispositif pédagogique que nous avons mis en place, mais aller beaucoup plus profondément. Maintenant, quelle est la part de la responsabilité du ministère exactement par rapport à ces résultats? Vous savez, vous avez interrogé beaucoup de paramètres en fait. Beaucoup de paramètres. C'est vrai que vous savez, nous sommes dans un pays où l'école est l'école de la République, ce n'est pas une école de la communauté. C'est important quand je vous le dis. C'est vrai que chaque parti a une part de responsabilité très grande parce que l'éducation, je vais juste rappeler cette grande maxime là dont on parle. Si vous voulez nourrir votre peuple pendant 1 an, vous lui faites cultiver du riz. Si vous voulez nourrir votre peuple pendant 10 ans, vous lui faites planter des arbres. Et si vous voulez nourrir votre peuple pendant l'éternité, vous savez ce que vous allez faire? Non. Mais vous le mettez à l'éducation. Donc c'est une chose qui est cruciale, c'est un développement endogène d'un pays. Donc on ne peut pas négliger cette partie. Donc vraiment, et il parle de 40% des budgets fonctionnels de l'État. Je suis d'accord. On doit beaucoup et encore beaucoup plus investir dans l'éducation. Est-ce que c'est 40%? Voilà. On parle de 40%. Est-ce que c'est une réalité aussi? Ben c'est une réalité. Vous savez, aujourd'hui, nul n'ignore aujourd'hui que l'éducation est un gouffre aujourd'hui financier. Mais on peut faire une précision. Excusez-moi. Je vais revenir c'est le fonctionnement. D'accord. Mais monsieur Abdoulaye Fane, est-ce que vous aussi, en tant que parent d'élève, vous n'avez pas une part de responsabilité? Est-ce qu'il n'y a pas une démission des parents? Bon, moi je dirais, comme l'a dit M. Sarr, que les responsabilités sont partagées. Naturellement, elles sont partagées. Bon, quand je dis qu'elles sont partagées, du côté de l'État, on l'a dit tout à l'heure, il y a un problème de formation qui se pose. Il ne faut pas se voiler la face. L'instituteur, le professeur d'aujourd'hui, est-ce qu'il est légal du professeur d'il y a quelques 15 ou 20 ans? Bon, peut-être qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont maintenant vraiment, qui concourent à une formation en principe de qualité d'un enseignant accompli. Mais si, par exemple, on voit qu'ils sont en train de corriger, hein, parce que maintenant, l'enseignant, l'instituteur est recruté à partir du bac. Tout à fait. Parce que les niveaux étaient tellement faibles qu'il fallait corriger. Bon,
il y a aussi lié à cela peut-être une pléthore de... Il y a beaucoup d'élèves dans les classes. Mais est-ce qu'il y a un suivi à la maison? Ça aussi, c'est un autre problème. Je vais en venir parce que je parle du côté de l'État. Bon, s'agissant de la responsabilité de l'État, il y a aussi un élément qui est fondamental parce que depuis quelques années, il y a un principe qui fait que l'élève, quand du CI jusqu'en 3e, il ne doit pas être exclu. Ce qui veut dire qu'à partir de l'entrée en 6e, vous l'avez constaté. Oui, il est maintenant difficile, paradoxal, il est difficile d'avoir un CEP que d'entrer en classe de 6e. Ce qui veut dire que c'est un paradoxe. Et l'année dernière, nous avions eu à l'évoquer à Liberté 6 quand on a posé la question de 0% d'admis au CFE à Liberté 6 Barak. Bon, par rapport aux syndicats, moi je crois qu'à un certain moment quand même de l'existence d'un pays, il y va véritablement d'une responsabilité historique que ces syndicalistes doivent prendre pour ne pas être jugés devant l'histoire à un certain moment quand même de lâcher du lest. Parce que nous sommes à un tournant décisif et il s'agit de l'avenir des enfants. Donc face à cette situation, nous l'avions dit à un appel que nous avions lancé et je crois qu'ils ont reçu ça en leur disant que les Sénégalais vous regardent. Et quoi que vous aviez fait beaucoup d'efforts, quand même, au finish, essayez de faire en sorte que l'année se termine dans de très bonnes conditions. Donc il va falloir véritablement qu'ils essayent de lâcher un peu de l'est pour permettre aux enfants qui sont nos enfants, parce qu'eux aussi, ils ont leurs enfants qui sont dans le système. Et la plupart des enseignants... Ça, on va en parler tout à l'heure, parce que bon, la plupart des enseignants... Non, je parle en connaissance de cause, parce que moi qui vous parle, je ne suis pas loin de ce secteur, parce que je suis inspecteur de la jeunesse et des sports. Donc c'est un secteur que je connais à peu près. Donc la plupart des enseignants ont leurs élèves dans le public. Absolument. Ça, c'est évident. Absolument. Bon, s'agissant des parents, comme nous l'avons dit, nous avons une responsabilité. Parce que quand même, il faut véritablement qu'on fasse une autocritique. Oui. Vous vous rendez compte, à l'occasion des assemblées générales des associations de parents d'élèves, nous tous, quand on convoque ces associations, ces assemblées générales, pour un établissement de 1000 élèves, il n'y a qu'une centaine, voire même moins, qui se présentent. Et qui parle au nom d'une entité qui représente pratiquement 1000 élèves. Donc il y a une démission de cette... M. Sarr l'a dit tout à l'heure, quand il s'agit vraiment maintenant d'inscrire les élèves, les inscriptions ont commencé depuis le mois de juin, je crois, c'est la croix et la bannière pour que les parents viennent inscrire. Mais aussi les causes là, il faut les trouver ailleurs. Parce que les conditions d'existence, de vie, sont difficiles dans ce pays. Il faut le reconnaître. Oui. À l'époque, c'était un peu difficile. C'était plus facile. Mais présentement, c'est très difficile pour vraiment que le pauvre parent qui est à la recherche quotidienne des subsides permettant d'assurer le quotidien de sa famille, bon, qu'il consacre du temps peut-être, ce qui n'est pas normal, ça ne se justifie pas, à peut-être prendre en charge l'éducation de sa progéniture. Mais cela ne laisse pas, cela ne dédouane pas l'État qui a une obligation d'éduquer. Oui. Parce que c'est un principe qui est reconnu par la Constitution. Et dans ce cas-là, ils ont la responsabilité de prendre en charge vraiment l'éducation des enfants. En quoi faisant? En communiquant le maximum possible. Et aussi, à notre niveau aussi, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment qu'on s'organise le mieux possible, faire en sorte d'être équidistant entre le gouvernement et les syndicats et poser les problèmes de manière réelle pour que vraiment cette situation-là puisse être réglée. Je rappelle aux auditeurs que vous suivez votre émission Radio Scolaire qui reçoit aujourd'hui M. Amadou Sarr. Il est le chef de la division communication à la direction communication. La direction de la formation. De la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. M. El Hadji Malick Youm, il est le président du comité scientifique du grand cadre des syndicats d'enseignants. Version Mamadou Lamine Diante, c'est bon à préciser. Il n'y a qu'une seule version. Ça, en tant que journaliste, j'ai le droit de préciser qu'il y a un autre grand cadre. Un autre grand cadre. Monsieur Youm, je reviens vers vous. Oui. La question... Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître que vous avez une part de responsabilité sur ces résultats? Voilà. Moi, vous savez, ma façon d'analyser peut-être va au-delà de ça. Parce que je suis dans le secteur, j'y évolue. Et il ne s'agit pas de refuser de reconnaître. Moi, j'ai dit tantôt,
que nous sommes à l'ère de la gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire qu'il y a deux principes qu'on ne peut pas éviter. C'est le principe de l'imputabilité, la réduction des comptes. Nous avons utilisé des milliards dans ce secteur, plus du quart du budget national. Mais il faudrait qu'on fasse les comptes, qu'on dise qui a fait quoi, les responsabilités, qu'on les situe. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il y a une façon tendancielle qui voudrait qu'on dise que oui, c'est tel ou tel. Et ça, c'est une analyse un peu épidermique que je veux éviter. C'est pourquoi je dis que allons au fond des choses. Moi, je peux vous donner 4 blocs. Et tantôt même d'ailleurs, mes co-débatteurs, M. Sarr et M. Fané, ont donné des éléments qui se trouvent dans un seul de mes blocs. C'est-à-dire que j'ai dit tantôt que l'une des principales causes, c'est quoi? C'est le non-respect des accords. Dans le non-respect des accords, vous avez tous les éléments qu'ils ont évoqués. C'est le problème. M. Sarr va réagir par rapport à ça. Attends, j'y vais vite. Le non-respect des accords, c'est la cause des grèves. Les grèves ne représentent que l'effet. Mais la cause que nous avons principale qui fait qu'il y ait ces grèves cycliques, c'est la cause principale, c'est le non-respect des accords. Et là, quand on parle de non-respect, vous avez les accords, la gestion, la formation, les infrastructures, vous avez les indemnités que les enseignants demandent et qu'on leur refuse et qu'on octroie de façon arbitraire à d'autres corps. Donc j'ai mis tout cela dans ce bloc-là. Mais un deuxième élément important, c'est la réduction des budgets, réduction drastique. Quand un établissement avait un budget comme Blaise Diagne de 23 millions, qui se retrouve avec presque 10 millions, les 13 s'envolent, mais ça pose problème. Un troisième élément important qui est survenu lorsque nous avions arrêté la grève, c'est le mauvais réaménagement du calendrier scolaire, qu'on n'a pas évoqué tantôt, mais qui a été une erreur monumentale. Parce que vous savez, lorsque les enseignants sont partis en grève, nous sommes restés pendant 2 mois et demi. Mais d'ailleurs, pour revenir sur l'appel qu'avait lancé M. le Président de la République, mais c'est notre sens élevé du patriotisme qui nous avait poussé à entendre cela, à l'accepter et à pousser l'État à bouger, faire bouger les... Est-ce qu'il n'était pas trop tard? Non, du tout. Parce que vous savez, nous... Vous avez fait la grève, c'était le 31 mai 2015. Monsieur Ba, vous êtes dans le secteur de l'éducation. Est-ce que vous savez... Le 30 avril, autant pour moi, 2015. Je peux vous dire quelque chose. Depuis quelques années, à chaque fois, les enseignants partent en grève. Et au finish, qu'est-ce qui se passe? L'État ne fait rien, mais on nous dit faites preuve de patriotisme. Je vous assure que même en 2012, c'était la même chose, les accords non respectés. On a fait preuve. Mais il arrivera une année où les gens vont dire mais attention, il ne faut plus sauver une année, mais il faut sauver l'école publique, il faut sauver l'école sénégalaise. Et c'est ça. On voulait cette fois au moins qu'il y ait des avancées notoires. Bon, donc le dernier élément maintenant, c'est aussi que on vient d'organiser des assises nationales de l'éducation et de la formation qui ont coûté aux contribuables sénégalais des centaines et des centaines de millions. Mais où sont ces recommandations qui sont ici, rangées dans les tiroirs? Alors, mais il y aura un conseil interministériel qui va se dire, et le président là... C'est trop lent. Parce que là, ce qui se passe en réalité, c'est que quand nous faisons de pareilles réflexions profondes autour du système éducatif, c'est pour qu'après on puisse voir naître cette école-là dont rêve la communauté éducative. Mais il fallait des études après les assises. Non, toutes les études. Mais je vous informe. Je suis dans le secteur. Moi aussi, je suis dans le secteur. En réalité, il n'y a pas d'études. Toutes les études ont été faites. Ce qu'il fallait faire, là, je suis d'accord avec vous. Mais au niveau de l'État... Permettez-moi de vous informer. Il y a 356 recommandations fortes qui ont été issues donc, de ces assises. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Aller vers un conseil présidentiel pour en choisir, parce qu'on ne peut pas appliquer 356. On va en expliquer ce qu'on appelle les plus importantes, celles qui sont stratégiques, et qu'on aille vers la mise en œuvre. Mais me dire qu'il faut 1 an pour étudier 356 recommandations, ça, c'est du dilatoire. D'accord. Je termine par un point. Maintenant, il y a les Américains disent souvent le coût de l'éducation. Il faut qu'on se comprenne. N'a pas un coût. L'éducation n'est pas un coût. L'éducation, c'est un investissement. D'ailleurs, les Américains ont l'habitude de dire que si l'éducation est chère, vous n'avez qu'à essayer l'ignorance. C'est connu. Ça veut dire que l'éducation n'a pas de prix. Il faut que l'État accepte de reconnaître. Aujourd'hui, si je donne l'exemple même du BFM, mais imaginez-vous qu'au BFM, l'État nous a dit qu'ils vont économiser. En faisant quoi? Depuis quelque temps, il y a ce qu'on appelle la départementalisation du BFM. On refuse de déplacer les enseignants, on refuse de les motiver, et on même prévoit de faire écrire sur les feuilles pour économiser du papier, mais des économies dérisoires. Et la question que nous nous posons, nous, parti syndical, mais où vont ces dizaines de millions qui ont été économisés? Nous, on ne sait pas où ça va. Et dernier point maintenant, c'est par rapport aussi à la responsabilité historique des enseignants. Mais nous l'avons toujours assumé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de reconnaître que
si nous étions au Japon, la culture que les gens connaissent là-bas, c'est qu'après avoir déroulé un programme, on tire les conséquences et les gens aussi prennent acte de leur responsabilité. Et aujourd'hui, il est plus que jamais temps pour que les responsables du ministère, quand même, viennent discuter pour savoir que tout ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est de leur faute. D'accord, c'est de leur faute. C'est de leur faute, l'État est là. Monsieur Amadou Sarr, Monsieur Youb a parlé le non-respect des accords, la réduction des budgets et surtout réaménagement et surtout le conseil présidentiel sur les assises de l'éducation. Que répondrez-vous? D'abord sur le non-respect des accords. Et voilà, vous savez que les accords ont toujours été un processus, en fait, quoi, entre l'État et les partenaires que sont les syndicats. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu des ruptures et des recommencements, je veux dire, dans cette partition. Mais elle se joue quand même, quoi. Et ce n'est pas une partie d'échec. Ça, je le concède, c'est beaucoup plus un processus qui va peut-être... et la partie syndicale voudrait bien qu'on puisse accélérer le processus. Mais aujourd'hui, c'est un processus qui est en marche et qui devrait prendre au moins quelque chose aux Sénégalais et devrait répondre aujourd'hui aux aspirations des uns et des autres. Mais quel que soit lambda, c'est que ce processus est déjà enclenché et il ne va pas s'arrêter. La seconde chose, c'est que je voudrais dire qu'en ce moment, sur le dispositif de rémunération et de motivation des agents de l'État, il y a une commission qui est en train de réfléchir là-dessus. Sur aujourd'hui le respect des accords, lui-même c'est, hein, parce que Youm c'est mon ami. Mais est-ce qu'il n'y a pas une lenteur par rapport à ces commissions, ces travaux? Oui, vous savez, c'est un tout. Hein. Même si c'est scientifique, ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation. Vous savez, le ministère de l'Éducation est un ministère utilisateur. Aujourd'hui, la fonction publique recrute. Le ministère des Finances paye. Donc, vous comprenez que il nous est pas loisible à nous de dire que nous allons arrêter par rapport à une somme donnée ou bien un montant donné. Non, il ne nous appartient même pas. C'est que nous, ce que nous pouvons faire, c'est faire des propositions. Je veux dire, à la commission finance, des trucs comme ça pour leur dire, voilà ce que nous pouvons proposer. Et aussi, eux, ils proposent. Mais une chose est sûre, lui-même fait partie de ce processus et il sait que ce processus-là s'est enclenché et il ne va pas s'arrêter. Maintenant, sur les assises nationales d'éducation et de la formation. Vous savez... lui-même était là-dedans, il était partie prenante là-dedans. Et il sait que nous allons inéluctablement vers, je veux dire, c'est les recommandations des assises de l'éducation et de la formation. 356 parce que nous voulons refonder l'éducation. C'est vrai qu'il y a une commission en ce moment qui est en train de réfléchir sur la faisabilité aujourd'hui, tout cela. Et il le sait. Et il sera là-dedans, en plus, quoi. Donc je dis que c'est vrai que... Donc c'est le syndicaliste qui parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Quoi. C'est normal en fait. Quoi, parce qu'aujourd'hui, en tant il est obligé d'avoir ces doubles casquettes. Je veux dire quoi, de scientifique et de syndicaliste. Parce que sinon, ses camarades vont dire, mais il n'a pas parlé pour notre chapelle. Moi, je conçois bien qu'aujourd'hui... c'est ça, c'est normal. Quoi. Mais quand même, c'est quelque chose aujourd'hui que nous sommes en train de mettre en place. Les recommandations des assises ont été... Je veux dire, déjà que les travaux, même dans les assises, ont été des travaux très très bien pensés, et lui-même le sait parce qu'il était dans la commission scientifique, et nous avons eu à communiquer, beaucoup communiquer sur ces assises-là, et lui sait qu'en ce moment, nous sommes dans la phase aujourd'hui de mettre en place les mécanismes qu'il faudrait pour refonder le système éducatif sénégalais. Et c'est normal aujourd'hui parce que les gens s'interrogent sur aujourd'hui les immenses moyens que nous mettons à contribution de l'éducation et les réponses que nous apportons qui ne sont pas corrélaires, je veux dire, au montant que nous investissons. Mais une chose est sûre, c'est que l'État du Sénégal est en train de s'employer aujourd'hui. Et en revenant un peu sur mon ami Fané, c'est ça? Ben voilà, hein, aujourd'hui nous avons signé des contrats d'objectifs et des contrats de performance. Lui qui parlait aujourd'hui des gestions axées sur les résultats, en me parlant de responsabilisation, moi je rappelle juste un principe qui est très fort dans le management. On dit que le pouvoir ne peut pas être délégué. Vous pouvez le déléguer plutôt, le pouvoir. Vous pouvez donner le pouvoir, même la signature, vous pouvez déléguer. Mais vous ne pouvez jamais déléguer votre responsabilité. Mais dans cette question, nous sommes co-responsables de cette situation. Il ne faudrait pas que les gens s'en lavent les mains en disant que nous sommes d'une partie et que c'est l'État qui doit tout endosser. Bien que la souveraineté de l'État n'est pas à discuter. L'État aujourd'hui, excusez-moi monsieur, vous avez poussé excusez-moi, la souveraineté de l'État aujourd'hui n'est pas à discuter parce que l'État a tout pris en charge en fait. Vous nous avez poussé maintenant, ce que nous voulons, c'est avoir une entente avec les syndicats parce que nous sommes en train de faire des sessions à Saly, que nous appelons Saly 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Depuis quand on fait les sessions voilà. Et moi je suis en train... Moi je vais lancer maintenant un grand signal très fort, je veux dire, à mes amis syndicalistes parce qu'ils savent que je ne suis pas très très à l'aise, je veux dire, en parlant de choses, je veux dire, des partis ou bien des syndicats, parce que moi je les prends pas comme étant une entité qui soit à part. Absolument. Ce sont des enseignants. Ils sont cautionnaires de ce que nous faisons dans le système éducatif national. Absolument. Aujourd'hui, moi je dis qu'il est grand temps aujourd'hui
que les gens s'assoient pour dire que nous allons mettre en place une période d'accalmie pour voir exactement les investissements que nous faisons dans l'éducation, quelles seront les rentabilités. Je reviens un peu sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Le BFM, il y a beaucoup de remous en ce qui concerne les indemnités. Voilà. Comment vous comprenez cette question-là? Mais tout à fait. Rapidement, il avait parlé de la réduction drastique, je devrais vous dire, de notre budget. Oui. Vous savez que, et là peut-être que je ne vais pas parodier les autres, mais quand le nouveau gouvernement a pris en charge, je veux dire, les préoccupations des Sénégalais, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de dépenses qu'il fallait revoir à la baisse, en fait, quoi. Aujourd'hui, même moi, dans mon département, je suis sûr que le budget a été réduit pratiquement de moitié. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est normal aujourd'hui que nous soyons en phase avec ce qui se passe en ce moment. Mais est-ce qu'ils sont au courant, les syndicalistes aussi? Mais monsieur, je sais pas, permettez-moi, on ne peut pas donner moins de moyens et exiger plus de résultats. Excusez-moi, oui. Vous savez, les syndicalistes, je vous l'ai dit tout de suite, quoi. Voilà c'est vrai que moi je les aime bien. On vous donne moins de moyens, on vous demande plus de résultats. S'il vous plaît, laissez-le terminer. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole après. Moi je les aime bien, mais je voudrais au moins qu'ils soient adaptés aux nouvelles situations que vivent les populations de ces pays-là. Oui. Vous savez, par exemple, à un instant donné, on avait pensé qu'on vivait dans l'opulence. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y avait tellement d'argent à flot dans ce pays-là que moi je me suis posé des questions. Vous vous rappelez une chose? Au début, moi je me rappelle dans ma jeunesse, mon père il regardait quelqu'un dans le coin qui avait réussi et il disait à tous ses enfants, je voudrais que vous soyez comme lui. Aujourd'hui, hier, quelqu'un réussit dans un quartier, personne ne voulait être comme lui. Cela veut dire qu'à un instant donné, la société a charrié des antivaleurs. Aujourd'hui, nous voulons restaurer ces valeurs. Et ces valeurs passent par l'éducation. Donc moi, je crois que je demande à mes amis syndicalistes vraiment de revoir leur position. Et ça commence à la maison? Ben tout à fait, ça commence à la maison. Ah, M. Fané? Et là, oui. Ça commence à la maison? S'agissant de cultiver les valeurs. Cultiver des valeurs. Oui, tout à fait. Ça c'est une réalité. Mais je voudrais un peu peut-être parler de la réduction des budgets. Allez-y. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes dans un pays où pratiquement ça s'est généralisé. Nous qui gérons un service, moi mon budget, mes crédits ont été sectionnés à 50%. 50%. Ça c'est pas... Ouais, 50%. Donc c'est quelque chose de global. Il ne faut pas seulement restreindre ça au secteur de l'éducation. Absolument. Bien que quand même, il faudrait véritablement le dire, il y a des secteurs qui sont très névralgiques et tellement importants dans un pays qu'il faut leur accorder véritablement une importance particulière. L'éducation et la santé. Oui. Un État véritablement qui veut aller de l'avant doit prioriser ces secteurs-là. Bon, l'État, tout le monde le sait, consent beaucoup de sacrifices dans ce secteur. Et même il y a une multitude de projets qui tournent autour de ce département. Et de ces départements même, de l'enseignement supérieur, formation technique, professionnelle et éducation. Mais quand même, il faudrait véritablement quand même qu'ils fassent tout. Parce que nous avions eu à recevoir même l'association des proviseurs d'ici du Sénégal. Et ils nous ont dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les budgets ont été réduits c'est pas 3. Bon, s'agissant des antivaleurs, comme vous l'avez dit, c'est des situations que nous vivons particulièrement au niveau de nos foyers respectifs. Ce qui représente des valeurs dans ce pays, c'est des antivaleurs. Peut-être même pas des antivaleurs sur le plan sportif, ainsi de suite, mais quand même, il y a des références qui peuvent être prises en compte de telle sorte que nos enfants puissent véritablement les prendre en exemple pour construire ce pays. Je ne vais pas... Je peux empiéter, M. Fané. Oui, je vais juste empiéter pour dire que vous savez, un pays a besoin de renouveler son parc à héros. Aujourd'hui, si vous interrogez le Sénégalais lambda... 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, si vous interrogez le Sénégalais lambda, en lui demandant de vous citer un héros, il va vous citer un héros qui a été à titre posthume. Et nous avons besoin de référentiels. Nous avons besoin des gens qui, de leur vivant, puissent représenter un miroir pour cette jeunesse-là. Vous savez, c'est le plaidoyer que je mène en ce moment. Je l'ai compris quand je suis allé visiter les pays à fort taux de développement exponentiel. Et quand je suis allé là-bas, je me suis interrogé pourquoi ont-ils pu, en un laps de temps, pouvoir se développer aussi rapidement. Et ils m'ont dit qu'ils sont développés sur les valeurs. Et là, je vais peut-être citer un pays qui est la Corée du Sud. Aujourd'hui, pour se marier, on ne vous demande pas quel est le montant de votre dot, on vous demande votre niveau d'éducation. Merci. Juste réagir, je vous donne 1 minute pour réagir. Moi, je vais aller très vite. Très vite même. Je vais partir
la dernière intervention de M. Sarr. Oui. Mais vous savez, aujourd'hui, lui, il est en train de se poser une question. Moi, je peux apporter une réponse à cette question. C'est-à-dire que quand les gens se demandent comment des pays, il a parlé de la Corée, moi je vais parler d'autres pays. Nous avons l'exemple des 4 dragons, oui. nous avons l'exemple du Japon, nous avons l'exemple d'autres et d'autres pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres ressources qui vaillent que la ressource éducationnelle. Il n'y a pas d'autre. Absolument. Aujourd'hui, moi, quand on parle du PSE, par exemple, alors si vous revisitez ce PSE, vous allez vous rendre compte que dans les 6 secteurs prioritaires, vous n'avez pas le secteur de l'éducation. Alors que le secteur de l'éducation est un secteur transversal. Il n'y a pas d'autre valeur que les ressources humaines. Et pour former ces ressources humaines, mais il n'y a pas d'autre moyen que l'éducation et la formation. Donc même les autres secteurs, pour qu'ils puissent fonctionner, mais il dans faudrait qu'on... Dans le pays, je rappelle que... Je peux terminer. Donc je dis que pour un bon système, oui. pour que le PSE puisse fonctionner, il n'y a pas d'autre modèle que le secteur de l'éducation et de la formation, qui est le seul secteur qui puisse nous permettre d'avoir des hommes et des femmes capables de porter ce programme. Donc c'est ce que je veux dire. Alors, maintenant, si nous revisitons, j'ai parlé tantôt très rapidement, monsieur Youm, parce il a dit que nous cautionnons il a dit que nous cautionnons ce que le ministère de l'Éducation fait. Là, je précise, nous ne cautionnons pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des confrontations entre la part syndicale et le ministère, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, le point d'achoppement le plus visible, c'est encore ce qu'on appelle la gestion démocratique. Les syndicats sont privés de ce qu'on appelle de leur droit à la représentation. Alors que nous remplissons une fonction de représentation. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une gestion unilatérale du secteur de l'éducation. Oui. Nous sommes là, on a fait un réaménagement sans nous consulter. D'accord, on déroule des programmes sans nous consulter. Nous sommes là, même il a fallu qu'on Non, je vous parle du dernier décret. Oui. Vous voyez que, par exemple, lorsqu'ils ont réaménagé, les gens n'ont pas pu se rendre compte qu'il fallait quand même un décret pour prolonger l'année scolaire. Il a fallu que la partie syndicale vienne à la rescousse pour rappeler et menacer même pour qu'on puisse faire signer au Monsieur le Président de la République le dernier décret qui prolonge l'année. Donc c'est de manquement. Mais une semaine, c'est pas grave. Mais vous savez, une semaine, c'est pas grave. Administrativement parlant, les enseignants qui allaient travailler au-delà du 31 juillet sans pour autant bénéficier de la couverture administrative donnée par ce décret-là, ne pourraient pas être payés. D'accord. C'est ça la conséquence. D'accord, c'est clair. Monsieur Sarré, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, monsieur Ba. Une minute, s'il vous plaît. Les Sénégalais se posent des questions sur la gestion de la représentativité des syndicats. Oui. Les syndicats se posent des questions sur la gestion de leur représentativité dans leur propre cercle. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question qui est patente. Oui. Tout le monde s'attend à savoir quel est le poids que représente chaque syndicat dans ce pays. Mais déjà que le nombre est trop important. Oui. On se pose des questions sur comment le système éducatif peut-il encore supporter le poids des centaines, en fait, quand je dis ça, des centaines. Voilà, je le dis comme ça. Je le dis comme ça. 34, oui, d'accord, 40, 50, d'accord, mais laissez-moi parler, oui, d'accord. Donc je dis, et ils étaient obligés de se retrouver. 30 secondes. Ils étaient obligés de se retrouver dans des cadres. Oui. Ça veut dire que la question de la représentativité aujourd'hui, la question de la représentativité se pose encore. D'accord. Maintenant, la seconde chose, c'est la gestion démocratique. Rapidement, s'il vous plaît. Vous savez, moi, je voudrais bien donner le moyen aux syndicats, ou bien même aux représentants syndicaux, d'avoir la formation adéquate pour aujourd'hui en matière de facilitation, de médiation et de gouvernance. C'est vrai, c'est important de leur donner cette opportunité. Et je suis en train de me battre avec les ONG pour voir, et même avec les partenaires techniques et financiers, pour voir quelles sont les opportunités aujourd'hui pour les accompagner dans la formation. Donc je crois que ce sont des enseignants. Mais je reste avec vous sur les... Peut-être un tour de table. Je reste avec vous, M. Sarr, sur les cas de tricherie notés lors des examens. Ça, on peut situer la responsabilité ou bien on peut indexer même le ministère. Je ne vais pas aller très loin sur cette question. Parce que là, les élèves on a pris des élèves avec des corrigés. Tout à fait. Là c'est un peu grave. Alors moi je m'inquiète beaucoup plus sur la configuration de certaines choses. Je veux dire que par exemple, quand je vais taquiner un peu mes cousins, Toucouleur, Sérère, Diola... S'il vous plaît, taquiner les Sérères, c'est bon. Oui, excusez-moi. Alors moi je me pose la question sur... quand on est dans un milieu où on habite... Très rapidement, il reste 3 minutes, s'il vous plaît. Quand on est dans un milieu où on est surveillant, on habite dans ce milieu, on doit surveiller ses frères, ses cousins, des trucs comme ça. Hein. D'accord. Et il n'y a pas de... Je veux dire que... Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une démocratie là-dedans, en fait. Quoi. Et je demande... C'est clair, une démocratie là-dedans. Monsieur Fané, par rapport au cas de tricherie. Moi,
des cas de tricherie, ça a toujours existé. Peut-être que ça a pris une certaine ampleur. Oui. Et après, ça a été médiatisé de telle sorte que il ne faut pas culpabiliser les élèves. Il faut rechercher ça. Moi, peut-être tout simplement faire un petit appel. Un appel, allez-y. Vraiment essayer de mettre à profit ces vacances pour qu'on puisse se retrouver. Parce que on a un peu déplacé le problème. Bon, peut-être en augmentant le nombre de jours par un décret, mais le problème reste entier. Oui. Si on y prend garde, ce sont les mêmes questions qui sont d'actualité, qui risquent de se poser l'année prochaine, si on ne met pas à profit ces vacances-là pour essayer de vraiment les régler. Vous étiez le premier à prendre la parole le dernier, s'il vous plaît, terminez très rapidement. En une phrase. Aujourd'hui, M. Sarr a tantôt parlé d'une question qui est très importante. Il s'agit donc de la question relative à l'étude sur le système indemnitaire et le régime. S'il vous plaît. Je vais vous dire une chose, que pour tous les accords que nous avons signés et qui ont même fait l'objet d'un deuxième procès verbal que nous avons signé avec le Premier ministre, aucun accord n'est respecté pour le moment, sinon qu'il y a une mise en œuvre qui est trop lente. D'accord, peut-être on aura l'occasion d'en parler, M. You, parce que le temps qui nous est parti est presque terminé. Le plan qui nous est parti est presque terminé. On aura d'autres occasions d'en parler. C'était tout pour votre émission Radio Scolaire qui recevait aujourd'hui M. Amadou Sarr. Il est le chef de la division communication à la direction de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. M. El Hadji Malick Youm, il est le président du comité scientifique du grand cadre des syndicats d'enseignants. Et M. Abdoulaye Fane, il est le président de l'Union des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Au micro, c'était Amadou Sabarba. La partie technique était assurée par Cheikh Diallo. Merci et à lundi, Inch'Allah.